Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. Si j'avais à décrire la musique du groupe que je reçois aujourd'hui, je dirais que c'est le genre de musique à faire tomber les nuages, à déraciner les montagnes et à faire perdre le nord à la girouette. Vous l'aurez compris, le groupe que je reçois aujourd'hui ne confectionne pas des berceuses, mais leur musique dégoulinante de saturation laisse transparaître des émotions aussi vives que celles d'une performance mélodramatique des années 60 captée en noir et blanc. Donc, sans plus attendre, j'aimerais accueillir comme il se doit David Marchand et Étienne Dupé du trio Zouz. Comment ça va, les gars? Ça va bien, toi? Ça va super. Merci beaucoup de vous être libérés aujourd'hui en ce retour des fêtes pour cette émission-là. Merci, un gros merci. En plus de créer votre propre musique, vous êtes aussi très actif en tant que musicien pour plusieurs artistes très établis au Québec, dont Mon Doux Seigneur, Claude Pelgag, Jesse McCormack, Laurent San, Alex Burger, entre autres. Mais à la base, est-ce que vous vous êtes rencontrés dans des contextes de spectacle où vous connaissiez avant de faire de la musique de manière professionnelle? On s'est rencontrés dans un festival à Sorel-Tracy, qui est la ville de la Giblotte, je pense. Ouais, la ville du festival de la Giblotte. C'est un festival de musique, la Giblotte? Non, en fait, c'est vraiment un festival de Giblotte. C'est une espèce de ragoût de poisson, ça, là il me semble. C'est la bouillabaisse québécoise. C'est ça, ouais. C'est ça. Mais le festival, c'était le festival Fast. Un festival de musique à Sorel. OK. C'était pas un festival de Giblotte, celui-là. C'était un festival de musique. Ça a duré comme 4-5 ans. OK. C'était quand même proche d'une Giblotte, pareil. Le festival de musique? Oui. C'est vrai. ouais, c'était bon, là. Mais tu sais, Sorel, c'est comme, tu sais, c'est une ville de bikers. C'est quand même, je pense que toutes les intentions de ramener un festival de musique-là étaient vraiment nice. Puis, en fait, toutes les occasions d'amener un festival de musique à quelque part, à la base, je trouve que c'est noble et vraiment courageux. Et je salue l'audace, mais des fois, comme quand ça s'en va dans des villes qui sont comme un peu... Que la culture n'est pas quelque chose de fort, quelque chose qui soude les gens. Ouais. C'est vraiment il y a beaucoup de L's, mettons, à Sorel. Fait que de ramener un festival de musique, là, c'est autant que c'est intéressant de voir le contraste, mais que c'est aussi, ça n'a vraiment pas rapport. Okay. Mais c'était great. Puis là, on s'est rencontrés parce qu'on jouait avec nos anciens bands là-bas sur la même scène dans un espèce de bar... un peu crado, où il y avait des piliers dans le milieu de la salle qui cachaient tout le show. Puis c'était... David était avec son band Elisa, tandis que moi, j'étais avec mon ancien band Caltar Bateau. Okay. On faisait il y avait Groenland aussi. Okay. Qui était la tête d'affiche. Ouais. Qui était la tête d'affiche. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, David et moi. Puis, Francis aussi, parce que Francis il jouait dans Caltar aussi. Fait que les trois, Francis n'est pas là. C'est le membre manquant du trio, mais on était les trois... C'est les trois à Sorel-Tracy. OK. Mais toi, Francis, vous jouiez les deux dans Caltar. Exact. Donc, vous vous connaissiez avant la Giblotte. Oui. On se connaissait avant la Giblotte, oui. Puis on vient de Saint-Hyacinthe, les deux. Fait que ça nous unissait. T'sais. Mais on connaissait pas David. On était vraiment contents de se rencontrer. Là. Est-ce que vous connaissiez comme de tête avant de faire ces festivals-là ou c'était genre, ça a juste bien à donner. Genre. J'avais entendu parler, j'avais écouté la musique de Caltar Bateau, puis je trouvais ça super intéressant à l'époque. Parce que il y avait pas beaucoup de monde sur la scène. Ça remonte à 2012, 2013, qui faisait le retour des années 70, farfelu et poilu. Musicalement. Musicalement peu dans la folie. Complètement dans la folie. Puis c'était de la musique aussi... très audacieuse aussi, je trouvais. Avec raison, je pense. Mais... C'était drôle, là. C'était drôle, là. Puis, on découvrait bien des affaires à ce moment-là, là. Puis, on avait tout dans le début vingtaine. Fait que c'est un moment où on rencontre beaucoup de gens. Puis on tisse des nouveaux liens. Puis, je sais pas, ça avait été une belle soirée de musique. Il y avait plein de monde dans la salle. C'était juste vraiment le fun. Puis, quelques années plus tard, on s'est plus retrouvés, mais pas dans un contexte de musique, mais dans un contexte de travail autour du marché Jean Talon, parce qu'on avait tous des
Vous êtes rencontrés au marché, puis On là, vous s'est avez fait, OK. rencontrés. Ouais. C'est comme revu là, comme 2 années plus tard. Ça, puis à la taverne aussi. Là. Ouais. À la taverne de... La C'est quoi taverne. le Laurier, là? La brasserie Laurier. Ouais, ouais on s'est comme recroisés à ce moment-là, puis là, on s'est fait ah oui, style le festival Fast à Sorel, puis là David puis Francis ont commencé à jouer ensemble de ses compositions, puis ils montaient des jams. J'étais allé avec eux quelques fois, mais ça a pris comme on dirait les deux ils faisaient ça de manière nonchalante et non régulière pendant comme 1 an avant de se décider d'aller enregistrer puis de me dire un peu je pense que c'était comme quelques jours avant de genre hey, on enregistre ces tunes là, tu veux-tu venir? Puis là je suis venu puis on le savait pas là, les trois qu'il allait avoir un band qui allait sortir de ça nécessairement. Puis ça, c'était-tu les premiers enregistrements, genre les premiers EP de Zouz en tant que... Le premier EP. Mais on dirait que moi, dans ma tête, on dirait que je pense que c'est comme ça que je l'ai mémorisé. C'est que la première fois qu'on a joué les trois ensemble, c'était au studio, directement. Ouais. On n'a pas fait de pratique. Ouais. En fait, ça a donné que moi, Francis et moi, on s'amusait avec des ce que certains pourraient appeler des chansons. Puis ça donnait que moi, j'habitais avec Étienne, en fait. OK. Fait que moi, j'avais la chance d'habiter avec un très, très, très bon bassiste. Fait que, ben là, on avait la batterie, on avait de la guitare, on avait de la voix, mais on n'avait pas de basse. Ouais. Puis la première fois qu'on a joué les trois ensemble, c'était au studio. Wow. Puis... tout piqué, là. C'était comme tout distorsionnel. On trouvait ça mal. Ben, c'est un peu ça l'esthétique du truc aussi. Là, ben, c'est comme quasiment malgré nous. C'est comme si c'était. Ben oui, on savait que ça allait. Mais que ça allait varger puis que ça allait être rock, mais c'était comme si notre bon chum JB qui a comme tapé tous les albums de Zouz, puis les EP, puis plein d'autres projets. On était coloc avec lui dans ce temps-là aussi. Okay. C'est comme si il capotait aussi, là, lui de son bord. On dirait qu'il faisait tout distorsionner encore plus. Comme il rachetait une couche de plus, puis on n'avait jamais fait ça. Puis on était vraiment... moi, je me rappelle de ces sessions. C'est très marquant, ces sessions d'enregistrement-là. Mm-hmm. On était vraiment... En fait, on a fait juste une journée. On a fait une journée. Une journée pour un EP? Pour le premier EP? Une journée et demie, ouais. Wow. Une journée et demie, wow. Ouais. On avait tout enregistré en une journée et demie, ouais. Wow. Ça a été un long processus de le faire paraître? Y avait-tu des retouches à faire ou c'était genre, vous avez enregistré ça puis c'était dans la bas direct, genre? Une journée et demie. Wow. Ah ouais, c'est le mix, je me rappelle pas de quand... C'était pas mixé cette affaire-là, on va se dire. Ah ouais, hein? Ben, c'est juste... il a juste mis plus de distorsion, puis après ça, il t'a envoyé ça au mis au niveau, puis... C'est pas un mix, puis après ça, au mastering, il y a eu plus de distorsion, puis après ça, ça a été lancé, ça a été lancé, tu sais, à cette époque-là, Spotify n'existait pas. Mm-hmm. Ça a été lancé sur Bandcamp. Spotify n'existait pas à ce moment-là. Je pense que c'est en 2017, votre premier EP, si je me trompe pas. Le 2017, oui, c'est ça, c'est le premier. Ça existait-tu, Spotify? Je pense que oui, peut-être que c'était pas aussi notoire que qu'est-ce que c'est aujourd'hui. C'était pas tout le monde qui l'avait. Ouais. On était juste trop hippies à cette époque-là. Ouais. Mais ça a pris du temps avant que ce soit Spotify, cette EP-là. Mais, 100%. Ouais. Ben justement, on s'en va écouter 2 extraits de musique de votre... ben, c'est pas des extraits, en fait, on va écouter 2 pièces de l'album Vertige que vous avez fait paraître en 2021. Donc, on va commencer avec la pièce Seul, puis Nager, que vous avez fait en collaboration avec l'artiste N-Nao. Donc, bonne écoute. Donc, on est de retour. On vient d'écouter les pièces Seul et Nager de Zouz. Les gars, en fait, on a discuté un peu avant, mais vous avez votre carrière aussi de musicien pour plusieurs artistes au Québec. Est-ce que la composition... c'est quelque chose qui était en vous avant de devenir comme musicien professionnel ou c'était le fait de justement jouer avec ces artistes-là puis de les voir autant créer qui vous a donné le goût de créer votre propre musique? Oui, je pense que dans le cas Étienne et moi, je pense que la composition puis l'idée d'avoir un band puis d'avoir notre band, c'est vraiment au cœur de notre développement en tant que musicien quand on était ado, quand on était même enfant et tout. Je pense que notre carrière de musicien accompagnateur, de musicien interprète est venue vraiment par après, là. OK. Fait qu'à la base, c'est vraiment la composition, puis ça vous a un peu comme mis sur la direction de musique, puis de fil en aiguille. Ouais, je pense que l'idée d'avoir notre propre groupe, c'est ça comme notre rêve originel. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, ça.
Puis c'est notre base, notre source. Tout. Puis après ça, ben, tu sais, avec où est-ce que tout ça nous a mené, ben on a fini par un peu embarquer dans le rêve des autres, un peu dans le développement des autres qui finalement qui ont exactement le même rêve à la base. Mm-hmm. Juste que dans Zoo, c'est que c'est notre bébé, c'est notre enfant. Ouais. Ouais, puis tu sais, on a eu d'autres bands avant ça. Des bands de compo aussi. Hein. Ouais, tu sais, les bands avec lesquels on s'est rencontrés à Sorel-Tracy, d'ailleurs, c'était nos anciens bands de compo qu'on avait avant, tu sais, puis je pense que à m'amener c'est des projets qui ont comme arrêté, fait que je pense que Zouz est venu reprendre ce flambeau-là parce que c'est un peu ça qui nous pousse à continuer d'avoir un band finalement, parce que on pourrait vraiment maintenant moi puis David puis Francis, on pourrait que accompagner puis très bien vivre la vie de même. Mm-hmm. Mais en même temps là, je pense que cette volonté là d'avoir de jouer dans un band qui a une image de band puis tout, c'est encore très important. Ouais. Il y en a de moins en moins aussi. Mm-hmm. Puis mais vraiment de moins en moins. Puis je trouve surtout, on dirait que dans la scène québécoise, j'en voyais vraiment beaucoup avant, puis on dirait que j'en vois vraiment de moins en moins. Dans le sens que ça devient plus comme des artistes, plus comme individuels qui sont pas comme un band, genre, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Mm-hmm. Parce que des artistes, il y en il y en a à chaque minute qui sort de quoi, là. Ouais. C'est complètement débile. Mais c'est vrai que la formation band en tant que telle, ça prend un petit peu... Il y en a vraiment moins. Ouais. Ouais, il y en a... Mais c'est un médium qui est important, je pense. Puis c'est après ça, c'est pas un band, ça compose pas nécessairement toujours en band. Mm-hmm. Il y a beaucoup de bands qu'il y a une personne qui fait la patente, mais il y a quand même une image de band puis un son de band qui serait pas pareil si c'était pas ces musiciens-là puis ces personnes-là, puis fait que mais je pense que une des raisons pour lesquelles il y en a un peu moins, c'est je pense que ça fait perdre des fois le contrôle avoir un band. C'est juste comme... Comment ça? Dans le sens que c'est des idées à tout le monde. C'est la raison pour laquelle je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui partent en solo, c'est pour avoir le contrôle. Le contrôle sur les idées. Puis je pense que quand t'es un band, c'est une affaire de compromis avec tout le monde. Mais c'est ça qui est hot. Ouais. C'est que tu laisses aller l'idée dans la direction de tous les individus. Puis il faut un peu... Parce qu'en fait, ta track, mettons, ton idée, va être soumise à tous les autres membres du band. Mm-hmm. Qui vont faire en sorte que la track exécutif. C'est ça. Puis ça va envoyer la composition dans des directions que toi, en tant qu'individuel solo, va pas nécessairement avoir pensé. Mm-hmm. Puis le fait de justement genre passer ces compos-là dans le filtre des autres membres du band, je trouve que ça vient vraiment comme créer quelque chose qui est un peu comme plus que toi aussi. Puis les personnes avec qui vous jouez, ben j'imagine aussi c'est des relations qui sont en fait c'est vos amis en fait aussi. Est-ce que vous avez votre mot à dire dans comme une performance live ou dans un enregistrement ou pas vraiment? Ça dépend des situations. Je pense que c'est du cas par cas. Il y en a qui sont très ouverts aux propositions des autres avec qui ils travaillent. Il y en a pour qui... il y en a qui ont une idée très, 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 très forte puis très, très précise de qu'est-ce qu'ils veulent puis qu'est-ce qu'ils entendent. Je pense que ça dépend. Mais dans tous les cas, je pense que si tu veux faire ce métier-là, je pense qu'il faut que tu saches t'adapter à la personne qui est censée avoir les rênes. Puis, exact. Si ça se place de dire un commentaire, ok, tant mieux. Mais sinon... Sinon, c'est ça, t'es mieux de la garder pour toi. Faut que tu read the room. C'est ça. Ouais. Mais en général, moi, j'ai compris que avec le temps que les gens avec qui je peux vraiment rien dire, même si j'ai jugé que c'était le bon moment, ben c'est des personnes avec qui je veux pas travailler. Ouais. À un moment donné, ben ça, c'est personnel. Tu peux faire là. des choix aussi, selon ta personnalité, avec qui tu as envie de travailler. Avec le temps, on dirait que plus je vieillis, plus les collaborations sont vraies, plus il y a de l'écoute est active entre tout le monde, moins on prend les choses personnelles, puis plus on avance ensemble. Ça, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Puis après ça, c'est ça. Moi, je suis vraiment content de où est-ce qu'on est rendu. Je trouve que
les collaborations sont plus belles, puis sont plus le fun. Puis s'il fallait que je donne une idée dans un contexte de travail, puis qu'on me dit hey, t'es pas là pour donner ton idée, t'es là pour jouer de la bass, je serais comme trouve quelqu'un qui va trouve que fais-le toi-même là. Pas une bass, fais ta track là. Des fois c'est un peu mais il y a des gens qui fonctionnent comme ça, puis il y a des gens qui sont bien là-dedans. Moi je suis juste pas bien là-dedans, ça. T'as quelque chose à dire, puis tu préfères avoir le médium qui te permet aussi de faire... Mais des fois, c'est vrai aussi qu'il faut juste fermer sa gueule. Ouais. Mais il y a aussi des manières de le dire, là. C'est sûr. Si, mettons, tu dis un commentaire, la personne est genre « Hey, dis pas ça! » Ouais, mais j'entends plein d'histoires de même, là. Ouais, mais là, c'est Mais c'est correct aussi, tu sais. Moi, il y a plein de gens que j'aime vraiment beaucoup leur musique, que je sais qu'ils sont vraiment comme ça dans la vie. Fait que je suis comme, OK, je veux pas trop le savoir, mais je le sais qu'ils sont un peu comme ça. Je vais l'écouter, mais je vais peut-être pas contribuer. Puis avant l'entrevue, je vous avais demandé aussi de me nommer quelques artistes qui vous ont inspiré. Là, on s'apprête à écouter 2 chansons d'artistes que vous m'avez nommés. Donc, Alex Burger et Du. Voulez-vous nous parler un peu de ces 2 projets musicaux-là, Alex Burger et Du? Du, c'est moi, en fait. Ouais. C'est ça. On parlait tantôt de projets solo, puis tout. Ben, ça, c'est moi. Fait que c'est ça. C'est quoi la différence entre... y a-t-il une différence entre la manière dont tu vas comme avoir tendance à composer dans un contexte de band versus quand t'es en solo? 100%. De quelle manière? En fait, j'ai commencé le projet solo pour être capable d'être moins... d'être... Je sais pas, de comme canaliser canaliser mes idées et de développer une direction artistique de A à Z. Puis après ça, de travailler avec plein d'autres gens avec ça. Mais j'ai un peu fait ça pour être justement capable de voir mes collaborations avec les autres, que ce soit dans un contexte de band, d'accompagnement, de manière plus participative. Quand je suis avec Du, comme en fait, en ce moment, ça fait 5 jours là, que je suis dans mon mini studio puis que j'écris des tunes, je suis tout seul puis c'est quelque chose de c'est très personnel. Là. C'est plus facile à sortir que sortir de l'inspiration dans un contexte de band où il y a plus de remise en question puis c'est peut-être un processus plus... il y a plus de remise en question, c'est sûr, parce que quand t'es dans un band, tu te mets à vraiment triper sur ce que les autres font. C'est comme, OK, là, toi, tu me donnes ça donne du gaz. Tandis que moi, c'est comme, je sais pas, tout le monde a une manière différente de travailler. Mais là, comme là, moi, je construis les tunes un peu de A à Z. Mais en fait, pour le prochain album de Zuz, David a passé énormément de temps tout seul à composer les tunes. Fait que c'est un peu, j'imagine, comme dans ma création pour mon projet, je me sens un peu comme cette semaine, je pensais à Dave quand il était seul puis qui composait les tunes, parce que moi, dans pas longtemps, je vais être rendu au moment où j'ai fait écouter aux gens avec qui je vais travailler. Fait que là, ça devient un peu plus un band, mais pas tout à fait. Je sais pas si j'explique bien tout ça, mais oui, 100%. Mais c'est ta vision de ton propre projet. Puis, il y avait aussi Alex Burger. Pourquoi, en fait, comment Alex Burger vous a influencé? Bon vieux Burger. En fait, c'est que ça revient un peu à l'histoire qu'on comptait au tout début de l'entrevue avec la giblotte à Sorel au Festival Face avec le band Caltar Bateau. C'est que Caltar Bateau, c'était le projet d'Étienne et d'Alex Burger. C'est-à-dire que c'était un band de 8 personnes, je pense. C'était un gros band. On était 7, ouais. 7. Mais qui était piloté par Alex et Étienne. Puis j'ai rencontré les Cheech et les Chong en même temps. Puis c'est comme je pense qu'Étienne c'est un ami du secondaire, même du primaire peut-être. Ouais, on a formé un band pour on est devenus genre des meilleurs amis en secondaire 3. OK. C'est ça. Fait que ça fait vraiment longtemps qu'on se connaît. On a habité ensemble pendant un bout. Là, même qu'en ce moment, on est voisins, on partage le même balcon, puis ça apporte à côté. On est très... Ça fait longtemps que vous suivez. On est très proches. Dave a joué de la bass dans le band à Burger pendant des années. Puis là, ils viennent de sortir un nouvel album qui est malade. Moi, je suis aux premières loges de tout ce qu'Alex fait, puis moi, il m'inspire énormément. Je trouve que
je dis pas ça parce que c'est mon chum, mais je trouve que c'est un des meilleurs songwriters au Québec. Il a une manière d'écrire super naturelle, puis ça coche beaucoup de cases dans ce que j'aime en musique. C'est drôle, c'est touchant. Ça se passe musicalement avec tous les musiciens et les musiciennes, mais il y a quelque chose qui se prend pas au sérieux, mais qui fait quand même les choses genre de classiques, mais il y a qu'une pointe d'originalité qui fait en sorte que ça sort du lot, surtout si on met Alex dans le gros bassin qu'est le country music, qui est quand même c'est quelque chose, tu sais. Ouais. Tu mets Alex là-dedans, puis je trouve qu'il ressort vraiment. Il est excellent. Bon, on écoute ça de ce pas. Donc, on va commencer avec la pièce du country dans le ravin de Alex Burger, puis Arboretum de Du. Donc, on est de retour. On vient d'écouter du country dans le ravin de Alex Burger et Arboretum de Du. Là, les gars, on est rendu à un segment très spécial. C'est une nouveauté au podcast. J'ai demandé aux internautes, les personnes en fait qui suivent le projet sur Instagram, de vous poser des questions. Et nous avons quelques questions des curieux internautes. Donc, la première question va comme suit. Si vous étiez un band des années 60, quel style de musique feriez-vous? Du rock ou du yéyé? Du rock? Pourquoi pas le yéyé? Un peu des deux, peut-être. OK. Essayer de créer du rock yéyé, peut-être, genre? Je pense que c'est une question qui mérite un peu de développement, à mon sens, dans le sens que, dans le fond, les années 60 en musique, c'est super large. Mettons, il faudrait se focaliser dans quel pays. Et si on faisait de la musique au Québec, peut-être? Dans le fond, c'est ça, c'est la question. Parce que, allons-y, mettons, avec l'Amérique du Nord. Ouais, le yéyé, je connais très peu le yéyé, mais le yéyé, c'était comme au Québec puis en France. C'est ça, pas mal? Ben, je pense qu'il y en avait-tu aussi. Je sais que j'en avais entendu du français. C'est très influencé du rock américain aussi. Je trouvais que c'était comme du blues heureux de blanc, genre le yéyé. Genre. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que moi, mettons, dans les années 60, je m'identifierais plus, mettons, au Velvet Underground qu'au Classel. Il fallait qu'on fasse une... il fallait, ou à King Crimson, mettons. Ouais. Le premier album de King Crimson, c'est 69, fait que ça compte. Ben, je pense qu'on aurait probablement été une espèce de King Crimson yéyé, peut-être. OK. Je suis dans avec ça. Comment tu fais ça? C'est comme King Crimson heureux, puis... Ben, je pense qu'on aurait fait probablement du yéyé triste. Fait que je sais pas si, en fait... je pense que c'est une bonne chose qu'on ait parti notre band à notre époque. J'ai pas l'impression qu'on aurait été un succès dans les années 60 à faire du King Crimson prog rock yéyé triste. En même temps, il y avait le champ libre des années 60 pour tellement de nouvelles musiques parce qu'il y avait tellement de trucs qui s'étaient pas faits que on aurait sûrement trouvé notre épingle du jeu, mais ça aurait été plus proche de King Crimson que des Classel, d'après moi. OK. Ouais. Puis y a-t-il une époque dans l'histoire, mettons, que vous auriez aimé comme faire de la musique, genre? Tu sais, mettons, si vous aviez toute l'histoire de la musique. Ou aujourd'hui, c'est le time to shine pour vous, genre? Moi, je considère un peu, c'est mon humble opinion, qu'à chaque époque, il y a des super belles affaires puis des affaires vraiment moins belles. Mm-hmm. Autant en termes de création artistique que vraiment en termes d'économie de musique. Là. Je sais pas. Moi, depuis que je suis enfant, j'ai comme une espèce de... J'ai toujours vu un peu les années 60 comme une espèce d'air magique de la musique pop, mettons mainstream à l'international. Ouais. Je pense que juste vu que j'en ai plus écouté que d'autres décennies, j'affectionne particulièrement ces décennies-là, mais je considère pas que c'était mieux avant que maintenant. Ouais. Mais sans nécessairement dire que un est mieux que l'autre, il y en avait-tu, mettons, une que je disais que la musique de cette époque-là, c'est quand même super hot, genre. Tu sais, moi, personnellement, l'époque romantique, mettons, genre, tu sais, comme OK, les années 1800... Mettons, genre. Ça, c'est hot. Chopin puis Beethoven, genre, ça fait de même? Très, très Chopin, genre. Tu sais, comme l'époque, en tout cas, je trouvais que moi, c'est dans ma musique classique préférée, puis genre, ça, je trouve ça hot. Genre, tu sais, comme ça, j'aurais aimé ça, être compositeur de musique romantique. Okay. Ça aurait été dope, là. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que là, si on ouvre encore plus les horizons on se restreint pas, ouais, c'est ça. Ben, moi, j'aime beaucoup l'époque dans laquelle on vit musicalement. Je trouve que quelque chose de très
ça bouillonne de partout. C'est un peu étourdissant, puis il y a tellement de trends, puis il y en a tellement que je suis pas... que je suis pas ou que je comprends pas, mais dans le lot. Mais dans le lot, il y a quand même des trucs qui m'ont... je pense que les albums qui m'ont le plus... Personnellement, les albums qui m'ont le plus... qui ont plus changé ma vie, c'est des trucs qui sont parus dans les 20 dernières années, mettons. Mm-hmm. Mais les années 60, ce qui est aussi excitant, c'est tous les sentiers qui étaient à tracer là-dedans. Comme je trouve que, tu sais, on a parlé de King Crimson puis des Velvet Underground tantôt, deux bons exemples d'artistes qui, sans vraiment le savoir, ont construit un sentier immense à tellement d'autres musiques. Comme, tu sais, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai bien trippé sur Black Midi, puis Black Midi aurait jamais existé si King Crimson n'aurait pas existé. Fait que je pense que les années 60, le monde ça devait être fou. Ça devait être fou de découvrir, mon Dieu, on peut faire sonner une guitare comme ça, on peut les découvertes, la technologie qui était comme que dès qu'il y avait une nouvelle technologie, tout le monde s'en servait, puis c'était qui les premiers à s'en servir, puis qu'est-ce qu'ils allaient faire avec eux, puis après ça, c'était qui allait plus tard la ramener pour faire autre chose, puis faire une autre proposition. Je trouve ça vraiment intéressant. Fait que c'est comme j'oscillerais entre l'époque d'aujourd'hui et les années 60. OK. On va passer tout de suite à la deuxième question. C'est un peu un inévitable selon moi, mais pourquoi Zuz, en fait? Parce qu'il fallait trouver un nom, là. Ça a juste été par défaut. Mais en fait, c'est parce qu'on avait un ami qui avait 2 plants de marijuana chez lui. Puis ça, c'était avant la loi sur la légalisation du cannabis. Puis il en donnait à ses amis, justement, pour le plaisir puis tout. Puis il voulait pas que ses amis utilisent par texte ou par... son prénom, genre? Pas son prénom, mais juste, en fait, il voulait pas qu'il utilise le mot weed ou pot. OK. Je pense qu'il était peut-être un petit peu paranoïaque autour de ça. Puis il voulait que les gens utilisent... appelle ça du Zuz, genre? Du Zuz, puis on trouvait ça vraiment drôle. Puis il fallait trouver un nom vraiment rapidement, en fait. Fait que, tout simplement, pour ça. Ouais, c'est le même. J'ai un souvenir, on dirait, je viens de m'en rappeler, je n'en avais jamais parlé, mais on avait une conversation Messenger, les trois. Puis là, à un moment donné, j'étais à une des sessions de mix du premier EP. Fait que oui, il y a eu du mix parce que j'ai même me rappelé que j'étais à une session. Puis j'étais allé j'étais passé dans une fruiterie, puis je m'étais acheté un dragon fruit. Ouais. Puis là, je l'avais mangé, puis j'avais gardé la pleure, puis j'avais écrit Zouz dans la pleure, puis j'avais envoyé une photo au gars dans la conversation Messenger, puis là, tout le monde était comme, ouais, c'est je pense que ça va être ça le nom du band. Je viens de me rappeler de ça. Ça pourrait être la pochette, même, genre. Ça aurait pu être la pochette, ça aurait été rag en tabarnak. Est-ce que vous avez déjà figuré ça allait être quoi la pochette du prochain album? Ouais, on t'arrête de faire ça en ce moment même. Là. OK, fait que mettons un Passion Fruit, il prend le bord. Ça serait bon, là. Ça me rappelle notre bons amis du Ben Le Havre. Avec un de leurs covers d'album, c'est un sandwich avec des carottes entières crues dedans. C'est ça la pochette de l'album sur Bandcamp. Là, il est plus sur Bandcamp, ils l'ont enlevé. Mais c'était great, là, ça. C'est une des meilleures pochettes de tous les temps. Ça, là, j'aimerais ça l'avoir en vinyle. Ouh! Selon vous, là, question un peu plus sérieuse maintenant. C'est quoi, selon vous, que Zuz apporte à la culture musicale au Québec? Wow, grosse question. Grosse question, on arrête de rire. Là. Je pense qu'on essaye d'élargir un peu ce qu'on entend collectivement par la chanson québécoise aussi. Là. Je pense que la chanson québécoise, depuis les années 70, il y a des chansons incroyables qui ont été faites au Québec et qui ont été enregistrées. Puis, je veux dire, c'est pas les bonnes chansons qui manquent. Par contre, je pense que, pour en revenir à ce qu'on fait nous autres avec Zouz, je pense que peut-être que nous autres, depuis un certain temps, on y trouve qu'elle a peut-être une définition un peu restreinte dans dire que c'est pas parce que c'est pas une guitare acoustique puis une voix qui chante une tune en joual que c'est
que c'est pas de la chanson. Genre. Je pense qu'on trouve peut-être que la chanson Keb a un peu cette définition-là. Puis ce qui est pas du tout une mauvaise chose en soi, là. C'est juste que c'est le fun de se l'approprier puis d'en faire de quoi d'un peu plus différent. Autre, c'est ça, tu sais. Qui diffère de juste, mettons, texte, mélodie vocale, puis harmonie un peu. On avait une conversation en char, moi puis Dave, cette année, c'était l'année passée, en 2023. Bonne année. Mais je trouvais ça vraiment intéressant, cette conversation-là, parce qu'on parlait justement de la chanson, puis je pense que pour la chanson, puis la musique pop, puis tous ces termes-là, puis on disait c'était quoi, qu'est-ce qui était de la chanson, qu'est-ce qui en était pas. Je pense que pour les gens en général, on commence à catcher c'est quoi de la chanson, c'est quoi de la musique pop, mais nous, dans notre trajectoire identitaire, dans notre trajectoire musicale, ce qu'on fait, ça reste entre nous, mais c'est de la chanson parce que c'est une composition musicale sur laquelle il y a des mots, il y a une mélodie, il y a un tracé là-dedans. On n'est pas dans la musique classique, on n'est pas dans le jazz, on n'est pas dans la musique concrète. On va peut-être aller chercher des éléments de certains styles, mais on est quand même dans la confection d'un cadre de chanson. On a un certain modèle. On n'est pas... c'est pas du free jazz, c'est pas du... c'est pas des compositions conceptuelles. Donc, dans un sens, on fait de la pop. C'est juste comment on la fait sonner qui est complètement différente de ce qu'on pourrait qualifier de pop. C'est une histoire de timbre, de production, mais dans un sens, je trouve qu'on œuvre dans ce cadre-là. Puis même si on fait des trucs, il peut y avoir des chansons même si ça peut être très expérimental puis très weird, mais que ça reste quand même une chanson qui a une histoire, qui a un texte, qui a des moments qui reviennent aussi. Nous, il y a aucune tune qu'il y a un moment qui revient jamais. Genre des fois, ça arrive une fois de temps en temps, mais c'est un clin d'œil, c'est un petit coup de pinceau, c'est pas... C'est des procédés de chansons plus standards, mais que vous mettez un peu à votre manière. C'est ça, mais... Je pense qu'il y a un petit bémol à apporter, mettons, c'est qu'Étienne puis moi, on a des longues discussions sur... très agréable d'ailleurs, sur qu'est-ce qu'on entend par le mot pop et tout. Je pense que juste un bémol qui est apporté ici, c'est que nous, ce qu'on entend par le mot pop, c'est pas, mettons, Miley Cyrus ou d'autres trucs super mainstream. C'est ça, mais c'est autre chose aussi. C'est ça, ça l'inclut ça tout à fait. Mais c'est plus, on entend pop par musique populaire, dans le fond. C'est-à-dire, je pense qu'on, dans notre conception de qu'est-ce qu'on fait comme qui on est comme band, qu'est-ce qu'on fait, je pense que nous autres, on se dit qu'on fait de la musique pour les gens, pour du monde comme nous, c'est intéressant, pour ces gens-là, puis on le fait pas juste pour nous, on le fait pour les autres aussi. Oui. Puis d'où le mot populaire qui est diminué à mot pop dans le fond. Fait que c'est un petit bémol important. Ouais, vraiment. C'est ça. Moi, en fait, c'est pour ça que je disais tantôt, ça reste entre nous, parce que dans un sens. Dans un podcast. C'est ça, dans un podcast. Ça reste entre nous, gang. Dans un podcast. Ouais. Là, il y a personne qu'il faut qu'il en parle, par contre, à côté. Personne en parle. Ça reste entre nous, tout le monde. Mais si on me demandait, c'est quoi comme style musical, je dirais jamais du pop, parce que je sais qu'est-ce que les gens identifient à ce nom-là. C'est pour ça que je dis que c'est quelque chose qui... C'est entre nous, on sait un peu c'est quoi la quête. C'est pas je sais bien que c'est pas quand tu dis pop, on pense à Miley Cyrus puis tout, avec des sonorités puis des structures super déjà comme un peu. Je sais bien qu'on fait pas ça, mais il y a quand même la quête est similaire, mais pas la même, mais elle est similaire quand même. Dans la même lignée. Mais là, on s'en va écouter deux pièces qui sont tout sauf du pop comme on l'entend d'une manière plus populaire, genre. On s'en va écouter, c'est ça, en fait, des pièces du premier EP et
du deuxième EP pour histoire d'écrire un peu un portrait, en fait, de qu'est-ce que Zeus a créé et a créé au passé et crée actuellement et éventuellement, le nouvel album va sortir, donc ça va être le futur de Zeus aussi. Donc, on s'en va écouter L'échappée, qui provient de l'EP numéro 1, puis Orchidée de l'EP 2. Bonne écoute. Et on est de retour, on vient d'écouter L'échappée et Orchidée de Zeus. Les gars, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous avez là, on vient d'entamer la nouvelle année, avez-vous des nouveaux projets, des goals pour la nouvelle année? Je sais pas si on a des objectifs, mais en tout cas, je pense qu'on peut dire qu'on a vraiment très hâte que les gens entendent notre prochain album. Ouais. Je pense que c'est quelque chose... C'est ça que je t'allais dire aussi. On a mis énormément de notre temps puis de nos vies dans cet album-là, puis là, je pense qu'on vient juste de le finir, fait qu'on est particulièrement excité de pouvoir le faire entendre aux gens. Mm-hmm. Fait que ça va sortir cette année, probablement au début septembre, puis... c'est très excitant. Très hâte d'entendre ça aussi. Ben, on a vraiment très hâte que tu l'entendes pour elle. Ouais. Puis, Moi, franchement, là. Je pense que c'est bon. Ouais. je pense qu'Étienne pense que c'est bon. Fait que c'est bon signe, Ouais, ça. moi, je l'écoutais là, pour longtemps, je suis fait bon. C'est cool. La bonne musique, ça. C'est bon. Ouais. Ouais. Je C'est meilleur que Vertige, je pense. Nous autres, on Ok. est convaincus que ce qu'on... Ouais, je suis convaincu que Ouais. c'est meilleur. OK. Mais je pense que notre objectif, mettons tu sais, parce que tantôt tu parlais d'objectif, je pense que notre objectif avec ce band-là, c'est à chaque fois qu'on fait un album, de le faire qui soit meilleur que celui d'avant, Ouais. Ouais, de faire à chaque fois notre définitivement. best record à chaque fois. Ouais. Peaufiner le truc jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de limite, en fait. Là. Je sais pas s'il y a plus de limite, là, je pense que... Ou des limites à surpasser. Ouais, plus ça. Ouais. C'est plus de surpasser artistiquement, Mhm. puis en termes de se surpasser en termes de qualité aussi des chansons puis tout, puis d'être, je sais pas, d'être content de ce qu'on fait, puis c'est ça, on a vraiment hâte de le sortir, on a hâte que les gens puissent l'écouter, on a hâte que des gens qui ne connaissent pas puissent l'écouter, puis on a hâte de retrouver les gens en spectacle aussi, puis Ouais. de jouer ces tunes-là en spectacle, ça va être incroyable. Puis, Ouais. Est-ce que vous en avez joué des tunes de ce projet-là en spectacle, comme Oui, un peu en oui, quand même exclu, Oui. Ouais, beaucoup. Puis c'était une belle façon de voir aussi, parce qu'on on le créait en même temps qu'on faisait notre tournée de Vertige. Ouais. Fait qu'on pouvait toujours aller jouer certaines de ces tunes-là qu'on créait en fait. Ouais. Puis on voyait vraiment les gens, comment leur réponse par rapport à certains moments de la tune. Puis ça pouvait c'était vraiment le fun parce qu'on pouvait toujours revenir dans la composition puis modifier certains trucs Ouais. qui marchaient Ouais. bien. C'est genre, d'autres qui tu marchaient moins rodes bien. ta tune, là, en fait. C'est un peu ça qui Ouais, se puis passe. t'as là. modifié en chemin aussi Ouais. plus que la rodée. Puis ça, c'était vraiment le fun parce que... Puis en fait, bref, ça sera pour une autre fois. Puis mec, tu vas peut-être nous réinviter pour parler de l'album. Mais je pense que cet album-là, il s'est fait dans une... Il a été conçu puis il a été pensé beaucoup pour les gens dans le spectacle aussi. Ouais. Fait que Ça va être des bons shows. Ben idéalement, Ouais. puis C'est tellement fait dire souvent que en show c'est vraiment meilleur qu'en album puis tout puis Ah ouais? vraiment souvent puis je comprends, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en show que c'est un peu que c'est très difficile de le faire passer en enregistrement, mais je pense que avec cet album là on s'est rapproché un peu OK. de cet objectif là, mais je suis sûr qu'il y a encore du monde qui font dire ça. Ouais. C'est sûr. C'est la vie. C'est la vie. Puis en C'est termes comme de ça. spectacle, ça ressemble à quoi votre année? on va faire le festival de showcasing South by Southwest à Austin au Texas qui est un gros festival de showcasing américain. Mhm. Puis je pense qu'Étienne voulait parler d'un spectacle que lui fait pour son projet solo du. Ah ouais, c'est Qu'on ça. a écouté. À la petite boîte noire le 23 mars. Mon seul show de l'année de Du. À date. Là. De Du parce que sinon on tourne avec d'autres artistes quand même Ouais, pas mal. ouais. Ouais, mon seul show de... Fait que c'est ça, avec les projets personnels, c'est plus tranquille. Moi, je compose un nouvel album, puis Zeus, on prépare la sortie d'un nouvel album. Ouais. Fait que c'est... Puis, Le lien de tout ça est en description. Donc, vous pouvez aller cliquer là-dessus si bon vous semble. Donc, C'est tout chaud. merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je m'appelais Joël, j'étais l'animateur. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Étienne, d'avoir été Merci, ici avec Joël. moi aujourd'hui. Puis, à la prochaine.